un ami va te dire tes 4 vérités. Est-ce que le coach il va pouvoir le dire? Parce qu'il aura peut-être peur de perdre son client. Qu'est-ce qui fait le bon coach? La problématique reste un peu comme des équations à résoudre et tout esprit n'est pas prêt à résoudre des équations. Alors après, la spiritualité, c'est un vaste, c'est un vaste mot aujourd'hui. C'est quand même ta maison, la spiritualité. Ben Regarde voilà. autour, c'est pas par hasard. Et dans la spiritualité, et c'est marrant, c'est que dans toute chose, on est amené à progresser, donc à être aidé, et donc parfois à être coaché. Et être accompagné. Le coach, pour moi, c'est quelqu'un qui a fait un bout de chemin, qui t'attire, mais qui a progressé quelques pas d'avance par rapport à toi-même et qui pourra t'expliquer les choses qu'il a pu faire. Et pour toi, c'est quoi un coach? Le coaching ou dans une relation de travail, dans une relation amicale, dans une relation où dès que tu rencontres des gens qui te donnent des conseils ou tu tires leur expérience, ça t'aide pour aussi avancer, comprendre des choses. J'aimais bien, sur mon frigo, il y avait une petite affiche qui était marquée « Une bonne copine vaut mieux qu'une thérapie ». Et j'ai trouvé ça intéressant, toi, cet échange où on peut discuter de soi, on va mettre son cœur dans quelque chose, quelqu'un qui va t'écouter et qui va peut-être aussi dire ah bah tiens, ça me fait penser à ci, ou avec son expérience ou avec son ressenti, va pouvoir te donner des clés que toi tu n'as pas. Et ce qui est intéressant, c'est que des fois quand on est seul, on n'a pas les clés et ça doit venir de l'extérieur. Et c'est exactement ça. Pour moi, le coaching, c'est le moment où tu vas sortir ta pensée à l'extérieur. Il y a quelqu'un qui va l'accueillir, cette pensée, parce que tu peux pas la laisser juste dans le vide. Tu as besoin que quelqu'un l'accueille et qui s'y intéresse. Comme ça, tu peux garder ton attention sur ta pensée, mais une fois qu'elle est à l'extérieur, tu peux la modifier à ton goût et tu peux la comprendre. Alors que quand elle est à l'intérieur, ça bloque et des fois, tu ne sais pas du tout pourquoi ça marche pas. Ça tourne en rond. Tu pars, tu fais un bout de chemin, tu reviens au point de départ. Tu pars, tu fais un bout de chemin, de nouveau du point de départ. Donc, le coach, pour moi, c'est une personne, pas forcément professionnelle. Bien sûr, c'est mieux quand c'est quelqu'un qui est professionnel et qui a fait un travail sur lui, qui a une communication qui sait guider les gens, quelqu'un qui sait écouter. Effectivement, naturellement, on a certains amis qui ont ces capacités. Merci à toi. Oh, merci Biliana, franchement, ouais. Je crois qu'on a les... Et un ami comme ça qui sait t'écouter, qui sait accueillir tes détresses et qui s'y intéresse, il peut être un excellent coach pour toi. Je te rejoigne sur cette phrase-là de un bon ami. En plus de ça, un bon ami avec la bonne intention, la bonne phrase, il peut très rapidement changer ta perception puisque c'est déjà quelqu'un à qui tu fais confiance. Alors un coach, quand c'est un professionnel, tu as tout un travail à faire au début avant que tu commences à lui faire confiance et avant que tu puisses te dire ok, je peux m'appuyer sur lui et je peux me laisser guider. Mais le coaching, c'est pas... avant, on parlait de précepteur, on parlait de professeur, de guide... Et là, maintenant, c'est un petit truc à la mode, le coach, on voit des coachs apparaître un peu partout. Alors, est-ce qu'on en a plus besoin qu'avant, ou avant, ça portait un autre nom? Le thérapeute, aujourd'hui, le thérapeute, c'est pas un coach? Je ne sais pas si c'est pas dû au fait que la qualité de la communication entre les gens a diminué. Il y a des sociologues qui expliquent qu'on vit dans des périodes d'accélération qui font qu'on ne prend pas suffisamment de temps pour les choses qui demandent. Par exemple, pour établir une relation, on a besoin de se poser, de s'intéresser, de prendre le temps, de s'ouvrir à l'autre. Et dans la période dans laquelle on vit, le monde extérieur nous pousse à ne pas avoir ce comportement, ou en tout cas l'avoir beaucoup moins. Et je trouve que justement c'est là où on se fait piéger et on se rend compte une fois qu'on commence à manquer de relations intimes, de relations profondes. Et c'est là où on se dit mais il y a un truc qui va pas, qu'est-ce qui se passe? À l'ère de la communication, on a des problèmes de relationnels? À mon avis oui. Alors qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que par rapport à avant, maintenant, ça a évolué dans un sens ou c'est comment? Une fois, j'ai vu mon médecin et il m'a dit par rapport à avant, on connaît beaucoup, beaucoup plus de gens. Avant, on était dans des débuts du siècle, on était 1900 machin, on voyageait pas beaucoup, donc on rencontrait très peu de gens, son village, sur son travail, il n'y avait pas les moyens de déplacement. Et donc, on connaissait très bien les gens, puisqu'on partageait que avec ces gens-là. Et aujourd'hui, dans un monde où on rencontre plein de gens, on est tous agglutinés les uns sur les autres en ville, au travail, on rencontre plein de gens sur les transports, on est tous ensemble à concentrer, et donc on a beaucoup plus de possibilités de rencontres. Et en même temps, peut-être que ces rencontres, elles sont moins profondes, moins sincères, plus superficielles, parce qu'on n'a pas ce temps d'approfondissement. Donc on survole, c'est un peu la consommation de l'information, on survole l'information, il faut toujours plus de ceci. Et là, peut-être que c'est ça, on a l'impression qu'il y a plus de communication,
mais elle est moins profonde, moins sincère, moins intense. Et je te rejoins sur ça. Alors, il y a déjà le temps qui s'est accéléré. On vit dans un temps où on a peu de temps pour les gens. Et comme tu dis, on a peut-être peu de temps parce qu'on a beaucoup de connexions par rapport à avant. Mais aussi, je trouve que vu la facilité de faire des connexions superficielles, encore une fois, et la quantité de connexions de ce type-là, on donne plus autant de valeur à une des connexions. Tu vois, avant, on vivait dans des villages, on avait, je sais pas, une dizaine de connexions très profondes et on donnait beaucoup de valeur à ça. Et aujourd'hui, on a ce côté un peu type Facebook. C'est facile d'avoir des amis, et après, on ne donne pas tellement de valeur à chacun de ses amis. On leur donne pas non plus le temps qu'il faut. Ça se joue aussi beaucoup dans le temps. Plus on donne du temps à quelqu'un, plus on a des chances d'approfondir ce lien et de créer quelque chose d'intéressant. Je rebondis sur la valeur que tu mets dans une relation, et je m'aperçois que justement l'explosion de ces coachings vont aussi avec la perte de la valeur qu'on se met à soi-même. Pourquoi j'ai besoin d'être aidé? Parce que peut-être perdu ma valeur et j'ai envie de retrouver ma valeur, et je vais chercher une aide pour me réveiller ma valeur. En ayant des échanges superficiels, je reste superficiel et j'ai plus le trésor de ma profondeur. Et donc j'ai du mal à gérer, je vais avoir du mal à m'affirmer, à prendre des décisions, à faire des choses. Il y a trop de superficialité et à un moment je suis en crise parce que c'est pas moi. Je suis pas quelqu'un de superficiel, et là je vais avoir besoin d'un accompagnement, d'un coach pour vraiment aller chercher ma véritable ressource. C'est un peu, ça me fait penser à ça, ce que tu dis. Et effectivement, le coach, c'est quelqu'un qui va se dédier à 100% le temps que tu vas passer ensemble. Il va se dédier à 100% pour que tu puisses te comprendre. Un ami, il peut faire ça. La plupart du temps, il fera pas ça à 100%. Le coach, tu vas le payer pendant 1 heure, 2 heures. Le temps qu'il va passer, il sait que ce temps-là, c'est ton temps à toi et tu vas te rencontrer toi-même. Le coach, il va pas te parler de lui-même la plupart du temps. Alors que dans une relation amicale, ton ami, il va s'intéresser quelque temps à toi, mais il aura aussi envie de partager de ce qui se passe à l'intérieur de lui parce que c'est une relation de donnant-donnant. Alors que le coach, au contraire, c'est une relation dans laquelle tu es là pour recevoir. Donc tu es là pour te recevoir toi-même et recevoir tout ce temps qui va être dédié à toi-même. C'est un espace pour toi. Et un ami, il va te dire tes 4 vérités. Est-ce que le coach, il va pouvoir le dire? Parce qu'il aura peut-être peur de perdre son client. Il y a une manière de dire ça. Et des fois, on n'est pas très content quand nos amis nous disent nos 4 vérités avec une petite touche de piqûre dedans. Mais je t'aime quand même. Je te dis ça, mais je t'aime, c'est pour ton bien. Tout ami ne finira pas ça par « je t'aime quand même ». Oui, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans une relation de coaching? Ce qui est vraiment important, c'est cette communication que le coach lui-même a établie déjà à l'intérieur de lui. Une communication qui permet d'être dans une démarche constructive et dans une démarche d'éclaircissement des choses. Effectivement, si tu as un ami qui est qui a un esprit très aiguisé, il va pouvoir peut-être décoder ta problématique. Mais pour moi, nos problématiques restent un peu comme des équations à résoudre et tout esprit n'est pas prêt à résoudre des équations. Dans une relation de coaching, pour moi, il y a ce côté-là où le coach, il va chercher à comprendre pourquoi ça bloque à l'intérieur de toi et il va essayer de te guider. Ça doit pas être évident de trouver aussi, choisir dans le marché du coaching. Il y a tellement de coachs, tellement de choses. Comment tu peux reconnaître un bon coach, se dire tiens, c'est par rapport à ce que j'ai ou ce que j'ai envie de développer, parce qu'aujourd'hui dans les coachings pour mieux comprendre ton chien, pour mieux comprendre ta soeur, ton frère, ton accompagnement dans le monde professionnel, dans le sport aussi. Quand j'ai une copine qui avait été qui s'inscrit dans une salle de sport, elle avait un coach parce qu'elle voulait absolument perdre du poids et tout seul elle n'y arrivait pas, donc elle a pris quelqu'un, et c'est vrai que ça a été radical. C'est-à-dire que très rapidement, parce qu'elle avait quelqu'un qui la suivait, voilà, c'est-à-dire que il y a des coachings pour tout. Qu'est-ce qui fait le bon coach? C'est une bonne question. Moi, pour choisir mes coachs, j'ai toujours fait confiance à ma petite voix à l'intérieur de moi qui me disait, lui, il peut me guider. C'est comme un ressenti. Une fois que j'avais choisi mes coachs, je me disais, mais comment tu as fait pour les choisir? Et je vois que je me reconnais. Il y a quelque chose chez la personne qui me donne envie de développer chez moi. Des fois, je l'identifie de manière inconsciente. Ça peut être au niveau charismatique, ça peut être quelque chose dans sa gestion des émotions. Sans pour cela mettre des mots dessus, il y a une partie de moi qui est attirée et qui me dit, c'est la bonne personne. Un bon coach pour soi, c'est quelqu'un qui nous donne envie d'être sur certains aspects comme lui. Encore une fois, on va pas chercher la perfection, c'est pas quelqu'un qui est à 100% parfait dans tous les aspects de l'être humain. Si je cherche un coach sportif, la première chose que je vais regarder, c'est est-ce que lui, il a développé le corps que moi j'ai envie de développer? Mais oui, c'est normal. Sinon, il y a un décalage entre ce qu'il va me dire et ce qu'il arrive à appliquer sur lui. Et pour moi, le coaching, c'est vraiment une relation il y a de la connaissance à transmettre, mais pas tellement, c'est vraiment dans qu'est-ce que j'applique. Est-ce que j'arrive à Qu'est-ce que je suis devenu à travers tout ce que j'ai appliqué? Comme je suis devenu, je peux vous le transmettre. Puisque regardez, je suis ce que je transmets. Sinon, ça reste juste des paroles. C'est comme si on lisait un livre. Et en fait, quelqu'un pour ça. Sauf qu'il y a des gens, ils ont l'expérience, le recul,
ils ont la compréhension. Parce que moi, je vois des gens, ils sont très forts pour appliquer sur les autres, mais pour appliquer sur eux-mêmes, c'est une catastrophe. Mais alors là, ils ont tout compris quand tu les écoutes. Exactement, tu les regardes, tu fais, mais à quoi il ressemble à rien, et le gars, mais il te donne envie de ouf. On n'appelle pas ça des coachs, c'est plutôt des philosophes, à mon avis. Ils ont très bien compris la matière, mais ils n'ont pas réussi à appliquer les idées. Alors, il y a le côté je comprends les idées, je comprends les principes, et il y a le côté j'arrive à les appliquer dans la matière et donner des résultats. Et un coach, c'est comme tu le disais, c'est quelqu'un qui a déjà donné des résultats sur lui. Encore, il y a une étape d'après, parce que des fois, on donne des résultats sur nous, mais on n'arrive pas à verbaliser la chose, et donc on n'arrive pas à guider des gens. Donc, Oui. il y a aussi une étape encore plus loin pour... je les applique, je les verbalise, et ensuite, j'arrive aussi à communiquer avec quelqu'un d'une manière qui va lui parler. Exact. Moi, je me souviens, le coach de la Manordo, tu sais, dans la natation, c'est la ok. grande nageuse. Quand tu vois Ouais. le mec, tu dis, mais s'il est dans l'eau, il va être au fond. Et a priori, c'était the best of the best. Mais il n'avait pas le profil du nageur. Mais comment ça se fait? Il était nageur auparavant? Sûrement. Mais il a dû arrêter après, et puis il a continué en tant que coach. Et là, à force de moins pratiquer, mais plus donner des conseils, il a pris de la bouée. Peut-être que comme tu donnes cet exemple, peut-être que des fois il suffit d'avoir appliqué une fois dans sa vie, et même si on n'a pas gardé la compétence par la suite, puisqu'on l'a expérimenté, puisqu'on sait la verbaliser, on peut quand même être coach. Mais en tous les cas, pour moi, ce qui se joue, c'est je suis vraiment attirée par l'être de la personne. Si je vois que c'est une personne qui déjà, elle a l'air de se sentir bien dans sa vie, ça me donnera envie qu'elle me donne quelques conseils aussi. Après, si je vois que c'est un coach qui est à moitié mort, je n'irai pas trop vers... Si déjà il est en mode détresse, ouais, non mais je vais vous aider, vous savez, moi aussi j'ai traversé. On va pleurer ensemble. Ça va nous faire du bien. Effectivement. Mais tu as l'air de bien comprendre les choses. Donc le coaching, toi, Mais le coaching, c'est la chose que j'ai trouvée au mieux dans ce monde pour... que tu t'appliques ou tu veux appliquer? Alors, j'ai commencé par m'appliquer ça sur moi, parce que je voulais quand même... Je suis une scientifique dans l'âme, donc les choses que je vais valider, ils doivent être... On doit les faire passer par l'expérience. Donc, si je valide que le coaching, c'est une bonne chose, il faut que je l'expérimente sur moi. Ouais. Donc, j'ai commencé par expérimenter le coaching sur moi. Les résultats que ça m'a amené à avoir, c'était juste incroyable. Je me suis dit, mais on ne peut pas cacher ça juste pour quelques personnes. Il faut que ça soit répandu partout. Pour quelques personnes qui ont de l'argent. Voilà. Parlons de l'argent dans le coaching, parce que c'est une question sensible. Et je pense que toutes les questions sensibles doivent être mises sur la table. Parce que justement, on a eu une conversation très intéressante avec toi, juste peut-être pour expliquer nos deux cheminements qui étaient un peu différents et qui nous amènent vers des positions similaires. Je me souviens de notre conversation il y a quelques mois que tu me disais, c'est marrant, tu as fait le même chemin que moi, sauf que moi je l'ai fait gratuitement et tu as payé quelques milliers d'euros. Et là tu m'as mis une baffe, mais comme jamais. Juste pour te donner mon ressenti par la suite, je me suis dit, mais c'est vrai, mais Biljana, t'es bête, pourquoi t'as payé autant alors qu'il y a d'autres chemins? Et quand je suis revenue à mon authenticité, je voulais être vraiment franche avec moi-même, j'ai constaté que, alors moi j'ai commencé les coachings il y a 3 ans. J'ai commencé à me faire coacher il y a 3 ans. Et donc à ce moment-là, c'était une période de ma vie qui était assez dure et j'étais très très perdue dans mes schémas mentaux. Mes schémas mentaux qui appartenaient beaucoup... J'ai du mal à imaginer une scientifique qui est perdue dans ses schémas mentaux. Mais tu ne peux pas comprendre comment c'est facile de comprendre le fonctionnement des cellules et rien comprendre sur son propre fonctionnement mental. En plus de ça, j'utilisais des schémas mentaux qui ne m'appartenaient pas. C'était des schémas de l'éducation, de la société. Donc, j'avais du mal à me servir. Parce que j'avais peur d'aller questionner ces choses-là qui m'ont été transmises. Je pense que j'étais dans un état tout simplement de peur. À ce stade, à ce développement de ma conscience, à ce moment-là, commençait le cheminement qui était le tien, le cheminement à travers la méditation et un cheminement gratuit. Je pense que je n'aurais pas vraiment cette accroche de Biljana, tu as payé, il va falloir que tu travailles sur toi. Et pour comprendre que le travail, finalement, c'est nous-mêmes qui le faisons. On peut avoir le meilleur coach, mais si on n'accepte pas que c'est nous-mêmes qui doivent et avancer. Attention, dans la prise de conscience, moi j'ai suivi un chemin spirituel. Je ne suis pas parti même s'il y a des choses qui se rejoignent dans du coaching, parce que le travail sur soi, le travail sur... mon objectif est l'évolution spirituelle. Je ne dis pas, tiens, je vais envie de me faire coacher là-dessus, je vais aller méditer. Tu vois, tu dis, tiens, j'ai envie de développer une qualité pour prendre des décisions plus vite. Tu vas avoir un coach manager, tu vois. Tu vas pas dire, tiens, si je médite ou si je fais de la spiritualité, je prendrai des décisions plus vite. Tu vois, donc en fonction de l'objectif que tu devais avoir à l'époque, tu as pris une voie qui correspondait et c'est une voie payante. Moi, quand j'ai pris très jeune la voie de la spiritualité, pour moi, la spiritualité, c'est gratuite. J'avais juste
envie de développer mes qualités divines, développer ce qu'il y a de divin dans l'homme. Voilà, le Christ, il n'a pas fait payer son enseignement, Bouddha, il n'a pas fait toi, c'est des gens qui sont venus pour améliorer l'humanité dans leur être intrinsèque, et ça, c'est gratuit. Tandis que développer un outil de sa personnalité, c'est payant. Juste pour que c'est ça de manière un peu scientifique, de le ramener à quelque chose d'un peu plus palpable, je dirais que la spiritualité, c'est se reconnecter à soi-même, se reconnecter à cette voix qui n'est pas juste les schémas mentaux qui me torturaient il y a 3 ans, mais plus rentrer en contact à travers l'introspection, rentrer en contact avec une partie profonde en nous qui nous appartient, qui est un peu cette partie divine qui nous anime, qui fait qu'on éprouve telle et telle chose de telle et telle manière, comprendre un peu mieux comment on juge le monde, comment on interagit avec le monde pour pouvoir changer ça, si jamais on veut changer nos réactions dans un contexte donné. Donc pour moi, si tu veux, la spiritualité, c'est quelque chose qui part déjà de l'intérieur. Effectivement, tu peux être accompagné de l'extérieur, mais ça partirait toujours de qui je suis. Et c'est retrouver cette connexion au monde qui est un peu spéciale, qui va en profondeur, qui n'est pas juste j'analyse ça parce que c'est carré, c'est de telle couleur. Ça, c'est le côté qui reste assez mental. Pour moi, la spiritualité, c'est quand on arrive à combiner le mental et le ressenti, qu'on arrive à les faire. Et que même, quelque part, le mental, il se met à servir ton ressenti, parce que ton ressenti, il ne te trompe jamais. Le mental, il est beaucoup plus dans quelque chose de logique. Tu es une sacrée coach, Biliana, tu expliques bien les choses. Le coach, c'était Socrate. C'est quelqu'un, en fait, le coach, à la base, c'est quelqu'un qui te permet de poursuivre ta pensée, d'essayer de comprendre ta pensée, en te donnant les éléments qui font le cheminement de ta pensée. Christ n'était pas un coach? Je pense qu'il était un coach, effectivement. C'était un coach. C'est quelqu'un qui te permet de te connecter à ta partie qui n'est pas juste de la matière, on va dire. Ta partie qui touche à tes valeurs, à qui tu es, à ton noyau. Depuis 3 ans, donc, tu as fait ce coaching. Tu as vu le travail que ça avait, le résultat que ça avait eu sur toi? Oui, effectivement. Mais donc, tu es contente de ton investissement? Très, très, très contente. Très contente. Et je continue à me faire coacher, sauf qu'aujourd'hui, ma perception du coaching, elle est bien plus large. Aujourd'hui, je pense que nos coachs, c'est les gens qu'on rencontre à chaque instant. Mais pour arriver à ce stade, on a besoin de leur donner un état d'esprit qui nous permet de vouloir se faire coacher à chaque instant. Et vouloir se faire coacher, ça veut dire quoi? C'est juste comprendre les leçons de la vie. On est tous en train de se faire coacher par la vie à chaque instant, mais des fois, on est dans une résistance. Je veux pas apprendre cette leçon. Pourquoi ça m'arrive? Et une fois qu'on a dépassé ce stade et qu'on est rentré dans un état d'esprit, sans qu'on nous le rappelle de l'extérieur, un état d'esprit dans lequel je sais que la vie c'est mon meilleur coach et je sais qu'elle est là à chaque instant pour me faire avancer et je sais que je suis dans une démarche de progression constante. Quand je suis dans cet état d'esprit, j'ai plus besoin d'identifier un seul coach. Pour moi, tout le monde devient coach. Et à chaque instant, je me fais coacher par les gens et par les événements qui m'arrivent. Ce qui veut dire que quoi qu'il se passe, quel que soit le chemin du coaching, il y a de la sensitivité à développer. Oui, je pense je dirais même que c'est la responsabilité à l'intérieur de soi de se dire je suis celui qui décide de grandir et je suis celui qui accepte le coaching. Le coaching de la vie ou le coaching à travers les gens qui viennent. Il faut être en capacité d'écouter les leçons de la vie. Plein de gens qui ne les écoutent pas. Et quand tu t'intéresses à te développer ou tu as un objectif, et ben, tu vas être à l'écoute de tiens, ça veut dire ça, tiens, ça. Toi, l'interprétation de ce qui se passe dans ta vie. Et pour éviter de refaire les mêmes erreurs ou pour servir d'éléments de ta vie qui peuvent te servir de tremplin pour grandir ou te dépasser. Mais pourquoi on ne les écoute pas? La plupart du temps, regarde, il y a quelque chose qui nous arrive, on n'écoute pas la leçon de la vie parce qu'on est dans le jugement que telle chose ne devrait pas nous arriver. Oui, ou c'est la faute de l'autre. Mais c'est super intéressant. Et toi, une fois que tu découvres cette chose magique, t'as pas envie de la donner aux autres, t'as pas envie de la transmettre aux autres? C'est pour ça que j'ai changé de métier entre-temps, parce que j'étais persuadée que le métier de scientifique, c'est le métier qui me permettrait de mieux comprendre le monde. Et en fait, je me rends compte que dans le coaching, en tant que coach, c'est là où je comprends mieux les gens, c'est là où je me comprends mieux, parce que dans une relation de coaching, on avance ensemble. C'est une relation dans laquelle on va travailler avec l'autre personne sur une problématique, mais nous-mêmes, on va grandir dans notre pensée en suivant les événements. Donc oui, aujourd'hui, le métier de coach, c'est le métier qui me permet de mieux cerner le monde. C'est un métier, coach? C'est un métier. D'accord, il y a un registre des métiers avec tous les coachs. Pour moi, tu deviens coach à partir du moment où tu as un premier client qui te dit que la façon dont tu as pu le guider l'a permis d'avancer dans sa pensée et l'a permis d'avoir un sentiment de je soulage. C'est vraiment de passer de la pensée qui a été, est-ce qu'on dit enodée, la pensée qui avait plein de nœuds, plein de blocages. Une fois qu'on débloque la pensée, il y a aussi le corps qui réagit, qui dit
Et quand tu vois ces deux réactions, tu te dis c'est bon, le travail de coach, il est fait. D'accord. Et le fait de passer, d'être coaché, justement, à se dire, oh là là, j'ai des choses à travailler, parce que c'est pas, j'allais dire, j'ai plein de soucis, j'ai plein de problèmes. Non, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on veut se faire coacher qu'on a plein de soucis, c'est qu'on a envie d'aller plus loin. Cette envie d'aller donc plus loin et à un moment de se dire, je vais amener les autres, c'est que tu t'es senti suffisamment fort, tu avais suffisamment travaillé sur toi-même pour te dire maintenant, moi aussi, je peux accompagner les autres. Effectivement, au début, quand on devient coach, il y a une période dans laquelle c'est un peu difficile de se dire si un état d'esprit à développer qui est dans l'humilité. À partir du moment où le coach se prend pour quelqu'un qui va produire des résultats pour son coaché, il est à côté de la vérité. Eh merde. C'est le cas de le dire. Moi, je fais un truc, c'est pour produire du résultat. Sinon, les mecs, ils disent non, mais je vais voir si je peux faire quelque chose pour toi. Mais paye, hein. Tu payes, t'oublies pas de payer. Mais je vais voir ce que je peux faire. Je reste humble. Alors, il faut surtout pas oublier que c'est pas le coach qui produit les résultats, c'est celui qui se fait coacher qui produit les résultats. Ah, d'accord. À partir du moment où le coach, il se prend pour celui qui va produire les résultats pour son client, il va également être responsable des échecs de son client. Et les choses ne se passent pas comme ça. Son client, il faut partir du principe que chacun a toutes les ressources à l'intérieur de lui. Et le coach, c'est la personne qui va permettre à son client de se connecter à ses ressources et produire les résultats. Mais il ne faut pas oublier que c'est toujours le client qui produit ses résultats et ce n'est pas le coach qui les produit.